La société est l'un des mots du langage courant les plus dénués de sens précis pour la plupart de ceux qui l'emploient. On dirait mieux le corps social, afin d'éveiller par là le terme d'idée d'un organisme naturel, complexe et vivant, comme celui du corps humain, dans lequel chaque homme doit accomplir une fonction propre, ainsi qu'il se voit de chacune des molécules de notre corps, afin de correspondre au plan providentiel. Le corps social a une âme, de la même sorte collective que sa propre composition. Cette âme, c'est la société religieuse qui crée, anime et transforme la société civile, au même degré que l'âme humaine forme véritablement l'individu. Le corps social a ses lois naturelles auxquelles il doit obéir, aussi bien dans l'ordre économique que dans l'ordre politique, sous peine de dépérir. Ces tissus cellulaires qui sont les familles avec leurs constitutions essentielles, ces membres qui sont les corps professionnels avec leurs fonctions variées, ces ventres nerveux naturels que Le Play a si justement appelés les autorités sociales, ces formes historiques, enfin, consacrées par la tradition et conservées par les coutumes et les mœurs. Tout cela, qu'on le remarque bien, est en quelque sorte indépendant du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'une société peut passer par la conquête du ressort d'un État dans celui d'un autre, ou par la révolution du gouvernement monarchique au gouvernement républicain. Par exemple, sans que l'État social en soit sensiblement, ou du moins immédiatement altéré. C'est donc une grande confusion que font à l'envi les libéraux et les socialistes quand ils ne conçoivent d'autres liens entre les individus que ceux de la constitution politique de l'État. On voit alors les uns redoutant sa tyrannie, les autres déplorant sa faiblesse, prétendent tantôt réduire, tantôt outrer infiniment son rôle. L'État n'est qu'un mécanisme artificiel au service de cet organisme naturel qu'est la société. Ceux qui y exercent le pouvoir n'ont vis-à-vis de la société que des devoirs, tandis qu'elle seule a des droits, mais ces droits, entendons-nous bien, elle ne les tient nullement du gré de ses membres, mais des conditions providentielles de leur existence. Et c'est ainsi que l'apôtre a pu dire que toute puissance vient de Dieu. Et la philosophie du XVIIIe siècle a dit « tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Le bon sens se dit « tous les hommes naissent subordonnés à des devoirs divers à l'infini ». L'état révolutionnaire, créé par le sophisme philosophique, est toujours anarchique, parce qu'il méconnaît les hiérarchies naturelles, et toujours tyrannique, parce qu'il leur en substitue de factice. Mais le siècle ne finira pas avant que la société, qui est le véritable état de nature, ait recouvré ses droits, qui sont seuls de droits divins. La conservation sociale est le but abstrait qui prend des aspects concrets très divers, selon qu'il est visé par des conservateurs libéraux ou par des véritables conservateurs. Les conservateurs libéraux, en effet, voudraient conserver la société telle qu'elle est aujourd'hui ou telle qu'ils l'ont connue à une période quelconque depuis l'ère moderne de la liberté 1789. Ils n'aperçoivent pas que c'est aussi impossible que de maintenir stationnaire ou de faire remonter une boule qui descend un plan incliné, lorsqu'on n'a soi-même pas de point d'appui et qu'on est au contraire sollicité dans le même sens par la pesanteur. Ils n'ont pas de point d'appui contre la révolution. Car tous les principes de 1789 sont abstraits ou négatifs. La liberté ne signifie que la négation des liens sociaux, l'égalité que le contraire de la nature, la fraternité que l'idéal religieux contre lesquels luttent victorieusement les passions qu'ils ont délivrées de freins et de barrières. Ils ont eux-mêmes les attaches révolutionnaires, les traditions d'insubordination, les instincts égalitaires par orgueil, la méconnaissance des besoins des classes pauvres, l'esprit de jouissance et de domination. Ils admettent que la révolution, d'où date leur histoire, se soit faite à leur profit, mais non qu'elle puisse se continuer au profit des classes dont elle n'a pas satisfait les appétits excités, ni même les besoins légitimes. Après avoir fait son jeu, il la redoute, mais non à lui opposer ni le prestige d'une école scientifique, aujourd'hui que cette école a fait faillite, ni l'autorité morale d'une classe historique. Par contre, il se forme depuis peu dans différents pays d'Europe des esprits ouverts à une conception toute différente de la conservation sociale. Celle-ci n'est pas pour eux la conservation de ce qui se passe, mais la reconstruction d'un édifice social durable selon des lois éternelles que leur révèle la science sociale chrétienne et sous des formes nouvelles qui, loin de rompre avec la continuité de l'histoire, n'en seraient que le développement normal. Ces esprits-là pourraient prétendre à se distinguer des conservateurs libéraux par la dénomination de conservateurs sociaux. Le régime corporatif est une organisation de la société encore professionnelle, aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre économique. Il fournit aux corps élus, comme les conseils municipaux, provinciaux, les parlements même, la représentation des intérêts, qu'on ferait mieux d'appeler la représentation des droits.
en place de celle des partis, comme l'a fourni uniquement, à défaut de cette organisation, le suffrage universel ou censitaire. Voilà pour l'ordre politique. Dans l'ordre économique, il substitue à la liberté illimitée du travail et du capital et de la concurrence sans frein qui en résulte des règles variables dictées par les corps professionnels eux-mêmes dans l'intérêt de la sécurité et de la loyauté du métier. Les libéraux ont supprimé le régime corporatif à la fin du siècle dernier en France, et depuis, à peu près dans toute l'Europe, comme nuisant au développement de l'activité individuelle et de la prospérité publique, les socialistes, tout en reconnaissant ses bienfaits antiques, ne songent pas à le rétablir, parce qu'ils consacrent des inégalités sociales entre les maîtres et les ouvriers, en reconnaissant les uns comme aux autres des droits différents. Les conservateurs sociaux tiennent au contraire pour le régime corporatif, à cause du caractère de stabilité qui communique aux institutions dont il est la base, et qui leur paraissent pouvoir seuls maintenir la justice et la paix sociale. Les corporations d'art et métiers ont fleuri durant tout le Moyen-Âge. On cite particulièrement comme ayant joué un rôle politique celle des Flandres, des républiques italiennes ou encore de la Cité de Londres. Elles n'ont subsisté en France que pour des professions libérales d'avocats et de notaires, mais elles tendent à se rétablir par les syndicats ouvriers, agricoles et autres. Le régime corporatif est la seule manière de ne pas aller du libéralisme au socialisme. La révolution est la rupture de la continuité historique et des liens sociaux qu'elle a créés. Ainsi, une révolution religieuse consiste dans la rupture des liens antérieurs entre la société religieuse et la société civile, une révolution politique dans la rupture des liens antérieurs entre les différents ordres de la société civile, une révolution économique dans la rupture des liens sociaux entre les divers organes des fonctions économiques. Une révolution est donc toujours une destruction, au lendemain de laquelle la loi naturelle, qui a fait l'homme sociable, tend à reconstituer la société autour d'un principe nouveau, opposé à celui qui a paru caduc ou insupportable. C'est ainsi que les socialistes sont philosophiquement et historiquement dans le vrai, quand ils disent que l'évolution de l'humanité, qui a commencé par la Révolution française en 1789, n'est pas encore terminée. Parce que rien ne s'est édifié depuis ce temps, qu'une bureaucratie fragile et impuissante pour remplacer l'État social qui s'écroula alors par un autre qui en fut essentiellement différent, la société nouvelle, disent-ils, n'a encore ni trouvé sa formule, ni reçu son organisation définitive, ou du moins douée d'une suffisante vitalité pour pouvoir atteindre une certaine durée historique sans révolution nouvelle. Il est certain en effet que la Révolution française a rompu avec la société religieuse, qui avait été l'âme de la société civile depuis le baptême de Clovis jusqu'à la Renaissance, sans qu'ait été résolu d'une façon même conforme à son principe le problème des rapports de l'Église et de l'État, qu'elle a rompu avec la constitution monarchique, sans que l'État politique ait pu s'asseoir depuis, même pour peu d'années, enfin, qu'elle a rompu avec l'antique organisation de la propriété et des métiers, sans que la question sociale soit en rien résolue, ni même acheminée à l'être. C'est ce que l'on appelle, après un siècle, la faillite de la Révolution. L'égalité politique, civile et économique de tous les hommes est le prétendu droit que la Révolution substitue au droit naturel en vertu duquel le lien social consiste en une série de rapports déterminés précisément par les inégalités naturelles ou éventuelles. Ce siècle a vu établir en France l'égalité civile puis l'égalité politique. Les logiciens sont donc fondés à y poursuivre l'égalité économique. Celle-ci n'est, en effet, pas plus absurde, pas plus contre nature que les deux autres formes de la révolte de l'orgueil humain contre le plan divin. Sans doute, il y a des égalités naturelles, aussi bien que des inégalités, mais les unes comme les autres ne se prescrivent pas. Elles se développent, se modifient ou s'effacent, avec le cours du temps, selon les circonstances. Une société paisible et bien ordonnée, c'est tout un, n'est pas telle parce que les inégalités n'y sont pas sensibles, mais parce qu'elles y sont acceptées, comme les bases des rapports sociaux. Dans un esprit chrétien, de dévouement des classes élevées aux classes populaires, les démocraties, au contraire, où tous les citoyens vivent dans un état légal d'égalité, sont facilement troublés par les effets du contraste entre les égalités fictives et les inégalités réelles, que la fiction contraire ne fait que rendre plus sensible et plus difficile à supporter. En réalité, sans parler de l'égalité politique, que la pratique actuelle du suffrage universel suffit à rendre ridicule et odieuse, l'égalité même civile est un non-sens. Le père n'est pas égal du fils, ni de la femme, le patron de l'ouvrier, le maître de l'élève, le savant de l'ignorant, l'homme établi du déclassé, l'homme de bien du malfaiteur. Il n'est personne qui ne le sente, alors même qu'on ne convient pas. Mais, si l'on admet ces inégalités individuelles,
On n'en est pas plus disposé à accepter celle qu'une condition héréditaire peut mettre entre les familles. Pourtant, si l'on se rend compte que la famille est l'élément moléculaire du corps social, il faut bien laisser ces molécules s'assembler entre elles selon l'ordre naturel, qui n'est nulle part l'égalité. Car de même qu'il y a diversité dans des fonctions sociales, il y a naturellement diversité entre les familles qui se vouent à telle ou telle de ces fonctions sociales, et procurent ainsi à la société des membres beaucoup mieux préparés à remplir la fonction que si le problème du choix d'une existence avait été posé sans limite devant chacun d'eux. L'homme ne naît pas avec certains droits à gouverner les autres, mais avec un droit certain à être gouverné. C'est en cela que consiste le droit à l'existence politique. Or, on n'a jamais vu que l'égalité assurait ce droit-là mieux, ni même aussi bien que le respect des inégalités, qui n'est en réalité qu'un respect égal de droits divers ou qu'un égal sentiment de devoirs différents. L'individualisme est le principe d'un régime social dans lequel l'individu est considéré comme étant l'unité sociale, l'élément primordial de la société. Cette unité n'a pour multiples que les pluralités d'individus juxtaposés par leur libre volonté, telles que la commune et l'État. Chacun est libre de grossir de son unité l'une de ses sommes, comme d'en sortir sans rien devoir à personne et sans avoir par contre rien à attendre de personne. Chacun pour soi, tel est le dernier mot du système qui est adopté couramment par les économistes et les politiciens, à raison du champ illimité qu'il ouvre au jeu de la fortune. La science sociale ne se prête pas aussi facilement à cette conception qui est la base de l'État moderne. Elle considère que l'histoire de l'humanité, non moins que l'observation journalière des faits sociaux naturels, engendre une toute autre manière de voir, à savoir que l'unité sociale est la famille. Et elle ne reconnaît dès lors la qualité de conservateur qu'aux esprits qui s'attachent à fortifier les liens de la famille, non seulement entre ses membres, mais avec tout l'ensemble des organismes sociaux dont elle constitue la cellule organique, le protoplasme. Le contraste entre ces deux théories fait voir qu'à la première appartiennent dans l'ordre économique le partage successoral égal et forcé, dans l'ordre moral le divorce et l'union libre, dans l'ordre politique le suffrage universel direct, dans l'ordre social proprement dit l'égalité de l'homme et de la femme. C'est grâce à l'individualisme que les sociétés les plus civilisées se rapprochent des sociétés les plus barbares par ces traits communs. L'abandon des vieillards, la prostitution des femmes, l'écrasement des faibles. Les partisans d'un certain individualisme se rencontrent pourtant jusqu'à chez les philosophes, qui croient l'homme antérieur à la famille et celle-ci à la société, en droit comme en fait. Mais ils s'accordent généralement à reconnaître que l'homme est un être social, et que Dieu, qui a donné des lois à la société des fourmis, ne saurait avoir manqué d'en doter aussi la société humaine. Le libéralisme est la doctrine philosophique d'après laquelle le bien et le mal ont des droits égaux dans la société, ou bien encore la doctrine politique d'après laquelle le pouvoir social émane de la souveraineté du peuple, ou bien encore la doctrine économique d'après laquelle les intérêts sont régis par des lois naturelles qui suffisent à les mettre en harmonie. Ces doctrines sont la négation du lien social en religion, en politique et en économie, car tout lien est essentiellement une contrainte, et il n'y a guère à proprement parler de conventions sociales, mais bien le plus souvent des formations historiques reconnues par le consentement social. Le libéralisme contient en germe toutes les doctrines du socialisme, car il a pour expression moderne la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont les socialistes se réclament également, et il n'a cessé, depuis l'ère de la Révolution française, d'inspirer ce que ses adeptes appellent les progrès de l'humanité, qui aboutissent visiblement au triomphe du socialisme. Le libéralisme a pour principal agent la franc-maçonnerie, qui se fait gloire de le professer et d'en poursuivre le règne, mais il a, en dehors même de cette société, une grande action sur beaucoup de conservateurs qui se parent de la qualification de libéraux. Nombre de catholiques et des plus distingués ont porté cette cocarde, mais elle commence à être démodée et ne se produit plus guère sur le terrain des controverses religieuses. Dans l'ordre politique, le libéralisme perd aussi du crédit. Après avoir été l'idéal des classes les plus élevées pendant une grande partie de ce siècle, dans l'ordre économique, il tient encore ferme, bien que rudement assailli par les victimes de ses errements. Naguère, on enseignait encore dans des chaires économiques, politiques, soi-disant orthodoxes, que la liberté du travail, la liberté de la propriété et la liberté du commerce étaient des droits naturels de l'humanité. Et les professeurs en étaient si enthousiastes que, tombant à qui mieux sur le Moyen-Âge où ces choses étaient inconnues, ils les appelaient selon leur propre tendance ou celle de leur public, tantôt les bienfaits de l'Église, tantôt de glorieuses conquêtes de la Révolution. Ainsi, les conservateurs libéraux ont le choix de leurs origines. Malheureusement, ils ne paraissent pas avoir celui de leur destinée. Le socialisme est le principe d'un régime social dans lequel l'individu serait considéré comme un rouage irresponsable de la société, à laquelle reviendrait immédiatement la charge de tirer profit de ses moyens et de fournir à ses besoins. C'est un retour à l'esclavage, non plus à la charge d'un maître mais à celle de l'État.
On conçoit dès lors aisément combien cette perspective répugne aux favorisés de la fortune, et combien elle semble pourtant préférable pour les prolétaires au régime créé par l'individualisme, qui ne leur laisse en réalité guère plus de liberté, mais elle ne leur fournit par contre aucune sécurité. Il leur semble que l'État soit un bon maître parce qu'eux-mêmes en seront les maîtres, et que la suppression des existences oisives et de tout parasitisme diminuera de beaucoup la somme moyenne de travail à répartir sur tous les citoyens valides. Ce n'est pas par cet idéal, si difficile à réaliser qu'il soit, que le socialisme prête à la critique, mais par la condition pour l'atteindre qu'il exige préalablement, à savoir la destruction de toute organisation sociale préexistante. Nation, corporation, famille, société quelconque en un mot. Rien de tout cela ne peut se prêter à une individualisation telle qu'on l'exige pour reconstruire sur ce sable l'édifice socialiste. Or, il faudrait, pour briser tous ces moules naturels ou historiques et pour couler le nouveau, la tyrannie d'une aristocratie souverainement puissante, la multitude étant incapable d'une telle suite dans les idées, comme le prouvent les divisions profondes des partis socialistes. Il faudrait ainsi ce dont le socialiste a le plus horreur, puisqu'il a la passion de l'égalité. Il n'est pourtant pas impossible que par cette voie il se réalise quelque chose d'approchant. Le règne de l'individualisme engendre en effet celui du capitalisme, c'est-à-dire dans le commerce et l'industrie, l'évincement des éléments patronaux par une plutocratie de plus en plus oligarchique qui tend fatalement à s'emparer de la richesse privée et par celle-ci des pouvoirs publics. Le développement des grandes compagnies anonymes financières ou industrielles est un acheminement frappant au socialisme d'État, car l'État ne saurait s'en désintéresser, il faut qu'il les achète ou qu'ils soient achetés par elles. Comme cela se passe par le moyen des emprunts d'État, la dette publique, c'est la confiscation de la fortune privée. L'avenir serait ainsi au socialisme non par le fait de ses fauteurs qui seraient incapables de l'organiser, mais par l'aveuglement des classes soi-disant conservatrices qui se sont confiées au libéralisme. La liberté du crédit et le libre jeu des spéculations en tout ce qui est matière d'engagements commerciaux. Ce domaine étant celui où règne le plus la cupidité et celui où elle est le plus impatiente du frein. Il est le plus difficile de lui faire sentir alors qu'on opère plus sur des réalités mais sur des présomptions. Les économistes classiques voient dans cette présomption de la richesse sur laquelle repose le crédit non seulement le signe mais l'agent producteur de cette richesse elle-même. Les conservateurs sociaux y voient un grand danger. Ils s'inquiètent en effet moins de l'accumulation réelle des richesses en certaines mains que de l'irresponsabilité de ces mains, le plus souvent anonymes, en droit et inconnues en fait. Ils s'inquiètent surtout du poids de la dette des États, dont les intérêts dévorent l'épargne du passé, empêchent celle du présent de se convertir en capitaux utiles et escomptent celle de l'avenir. Les socialistes, au contraire, veulent faire reposer toute l'activité industrielle ou commerciale sur le crédit de l'État. Les précédents historiques sur la question sont entre autres la législation judaïque qui proclamait le jubilé pour l'abolition des dettes tous les 50 ans et interdisait le prêt à intérêt, la prodigieuse usure que faisait l'aristocratie romaine et qui fut la cause principale de la corruption et de la chute de l'Empire d'Occident, les longues luttes de l'Église catholique pour maintenir en honneur le précepte de la loi mosaïque et le caractère purement de tolérance qu'elle a apporté de nos jours au relâchement de ses prescriptions, les spéculations qui ont marqué et précipité en France la fin de l'Ancien Régime, enfin ce que l'on appelle aujourd'hui la question juive. Le paupérisme est un phénomène social qui consiste dans l'apparition, au sein d'une civilisation brillante, de classes entières manquant normalement de la sécurité des moyens d'existence que le travail peut et doit légitimement procurer. Il ne faut pas confondre le paupérisme avec la pauvreté, qui est le sort naturel plus ou moins adouci par la prévoyance organisée ou la charité spontanée des familles incapables de travailler, et encore moins prétendre justifier le paupérisme par cette parole évangélique: il y a toujours eu des pauvres parmi vous, signifiant simplement aux assistants de la scène qu'il ne leur manquait pas d'occasion d'exercer aux indigents la charité dont ils faisaient parade pharisaïque. Ce sont encore les pharisiens modernes, les libéraux qui ne craignaient pas de chercher ainsi jusque dans l'évangile la justification des maux sociaux issus de leurs principes et de leurs pratiques, car c'est le régime du capitalisme qui a engendré le paupérisme inconnu dans l'ordre social chrétien. Par contre, et pour rester dans le langage évangélique, ce sont les sadducéens modernes, les matérialistes qui se décorent du nom de socialistes, auxquels on doit de ne voir substituer au faux dogme de la liberté économique que le nom moins faux de dogme de l'égalité économique. La société ne saurait effacer les inégalités naturelles sans faire violence à la nature elle-même, mais elle peut et doit dès lors les compenser par des organisations inspirées de l'esprit de fraternité. Liberté, égalité, fraternité ou la mort a été le non-sens que la Révolution a posé en dilemme, pour n'en réaliser que la seconde alternative,
liberté, égalité ou fraternité, et au contraire le dilemme que pose la science sociale et dont le chrétien choisit le dernier terme. Enfant d'un même père, vivant à la table que sa providence nous a préparée, nous ne saurions nous y comporter comme des chiens devant un baquet. Et c'est pourtant là le seul idéal que nous offrent à l'envi ceux qui ne se différencient entre eux qu'en demandant ou non le fouet du piqueur pour présider au repas de la meute. Le droit à l'existence est le droit qu'ont tous les membres de la famille humaine de n'être pas mis par l'organisation sociale dans l'impossibilité d'y trouver les conditions suffisantes à leur conservation et à la perpétuation de leur famille. Ce droit primordial est la raison d'être des sociétés humaines, et elles ont précisément pour fin de le garantir à leurs membres. De même que les païens ne reconnaissaient pas ce droit pour l'étranger et avaient pour maxime « malheur aux vaincus », de même les économistes de l'école libérale ne l'admettent à aucun degré, et ils croient qu'il en est de la race humaine comme des races animales, c'est-à-dire qu'elles sont placées fatalement sur un champ de bataille, d'où les forts doivent expulser les faibles en les exterminant. Telle est la pratique des Caraïbes, auxquels on aurait tort de reprocher de se manger les uns les autres, si l'homme n'avait en effet d'autre loi d'existence que celle d'assouvir sa faim aux dépens du voisin. Il n'y aurait là, dès lors, qu'une question de sensibilité et de préjugés à leur opposer. Les socialistes, par contre, proclament ce droit de tous à l'existence, et le devoir de la société de le garantir, mais ils n'aperçoivent pas combien multiples et diverses sont les modes dont chaque société peut user pour cela, selon les conditions propres de lieu et d'organisation, et selon son développement historique. La politique d'extermination qui provoque leur légitime protestation se produit partout où l'on admet en principe la liberté absolue du travail, celle de la propriété et celle du crédit, comme dans l'industrie de plusieurs régions de la Belgique, de la Moravie, de la Silésie, comme chez les propriétaires irlandais et comme dans les pays livrés à l'usure juive. Ce ne sont pas des doctrines étrangères apprises à leur école que j'aurais importées et que mes amis auraient acceptées. Ce sont des convictions traditionnelles chez toutes les nations d'antique civilisation chrétienne, mais refoulées de chez nous par une philosophie qui est bien, elle, d'origine étrangère et qu'il faut appeler par son nom le libéralisme. Le libéralisme qui, frappé par Pie IX sur le terrain religieux, poursuivi par Léon XIII sur le terrain social, puis à la faveur des circonstances réformées sur le terrain politique, où, toujours semblable à lui-même, il consiste selon la très sagace définition qu'en donnait naguère à Chalon M. Albert Demain, à n'avoir collectivement ni doctrine ni programme particulier, chaque individu y conservant son indépendance en vertu du principe de sa souveraineté. Mais on ne peut pas longtemps vivre dans le libéralisme sur un terrain même spécial sans que son esprit ne gagne les autres, invoquer les principes de 1789 en politique et les renier en sociologie, en sorte que l'individualisme dont ils sont la charte nous guette de nouveau sous ces deux incarnations, le capitalisme qui en est la floraison bourgeoise et le socialisme qui en est le fruit populaire. Or, ce sont bien là deux plantes exotiques importées de l'étranger pour infester le sol français, et c'est à leur introduction, non à notre tradition, qu'on peut, hélas, appliquer ce jugement historique et demeurer prophétique du vicomte de Bonald. Ce sont les idées de l'étranger qui nous ont asservis et livrés aux armes de l'étranger. La Tour du Pin, Chambly.